Épisode 287, le premier ou presque de l'an 2021, bienvenue et meilleurs vœux au sommaire de notre revue de presse web et tech de ce début d'année. Mais où est passé le patron d'Alibaba? Pas sur Google Street View, où on découvre les premières traces de la pandémie. Il sera question aussi des effets attendus et inattendus du Brexit sur la vie numérique des Britanniques. La route vélo est réinventée et elle est financée. On parle aussi d'auto, de data, de bateaux. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Épisode 287, je dis pas de bêtises, oui, c'est bien ça. J'ai envie de dire deuxième prise. Ceux qui nous suivaient sur Twitch l'ont vu. Évidemment, ça peut arriver de temps en temps. On a un petit couac de démarrage et on a relancé la machine de zéro. Donc certains qui nous suivent sur Twitch vont entendre deux fois les mêmes choses pendant quelques minutes encore. On n'avait pas encore entamé notre abécédaire quand on est passé en mode on-off. Nos chroniqueurs du jour sont les suivants. D'un côté, nous avons Sébastien à ma gauche, de l'autre côté, à ma droite, nous avons Aurélien, c'est l'inverse pour vous, évidemment. C'est eux qui ouvrent donc le bal de cette nouvelle année. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, les amis. C'est le réveillon, tout ça, en petit comité, j'imagine. Bonne année à toutes et à toutes. Voilà. Oui, ça s'est bien passé. Et puis la pêche de commencer cette nouvelle année. Voilà, la pêche également pour ceux qui nous ont laissé des commentaires tout au long de la semaine. Vous savez, on nous laisse régulièrement des commentaires sur nos vidéos ou sur notre podcast. De qui s'agit-il cette semaine? Il s'agit de Mohamed, d'Alain Kenvo, de Natacha, Pierre-Laure Cubignol, Damien Vigneron, Jean-Michel Rému, JVG, Sébastien Boireau, Nikoumou, Éric Bourdin, Gumdrop Deslandes, Jax, Didier Lutti, ainsi que Thomas TP et évidemment tous ceux que j'ai peut-être oubliés, qui ont laissé des commentaires sur d'autres plateformes, ici et là. Évidemment, c'est souvent sur YouTube qu'on se retrouve pour laisser des commentaires. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus, également sur notre blog lestechno.be. On avait un truc en introduction à dire concernant Aurélien, je te passe la parole puisque c'est toi qui veux en parler, de ce qui s'est passé justement dans les commentaires par rapport à un sujet qu'on a présenté la semaine dernière. Oui, le sujet sur Boston Dynamics, c'est les vœux de Boston Dynamics avec la vidéo et les robots qui dansent. Oui. Donc on voit sur cette vidéo des robots humanoïdes, l'autruche suivant Xavier, et puis le petit chien là, j'ai oublié son nom, qui danse en rythme. La question que certains auditeurs nous posaient concernait le fait que ce soit ou non un fake. Moi, je suis persuadé que c'est pas un fake. Les robots, ils existent. On les avait déjà vus dans des news précédentes et ça fait déjà quelques années qu'on les connaît, ces robots. Après, reste à savoir si la programmation des robots s'est fait par de la motion capture d'un humain, par exemple, pour les robots humanoïdes. Et puis on a demandé aux robots de rejouer ce que les humains faisaient, ou de la programmation en dur. Moi, je penserais plus pour la motion capture. Mais je pense, comme le mentionnait aussi Sébastien dans les commentaires, je pense que ils joueraient vraiment avec le feu à faire un fake sur ces vœux-là, parce que c'est toute l'image de marque de Boston Dynamics qui pourrait tomber. C'est le genre de choses à pas faire, effectivement. Merci à ceux qui nous suivent sur le chat de signaler que j'ai un petit problème de son sur mon micro. C'est maintenant réglé. On va... Décidément, l'année commence bien. Voilà, c'est des choses qui arrivent, que voulez-vous. T'avais un truc à rajouter sur ce sujet-là ou pas, Sébastien? J'avais commenté, j'avais participé à la discussion également. C'est vrai que c'était difficile parfois de... Il y a des petits artefacts dans la vidéo qui ont attiré l'œil de certains de nos éditeurs attentionnés. J'avais trouvé un tweet d'Elon Musk qui disait non, c'est pas un faux. Donc voilà, si Elon Musk le dit, c'est que c'est vrai. Moi, franchement, pour l'avoir, je pense qu'effectivement, ils dansent pas de leur propre envie, ces robots. C'est pas. Non, mais parce qu'il y avait des gens quand on se rappelle du robot chien, là, je sais plus quand il porte un nom, hein, mais avec sa pince qui ouvrait les portes et fermait les portes, et des gens disant c'est formidable, il arrive, il sait par où il doit passer. Non, il sait pas par où il doit passer. C'est juste que voilà, on l'a programmé, on l'a même peut-être télécommandé ce robot pour arriver, pour faire cette manœuvre. Voilà, c'est pas de l'intelligence, c'est juste mécanique.
Pareil pour cette danse, elle est certainement programmée, comme tu l'expliquais Aurélien, d'une manière ou d'une autre. N'empêche qu'on arrive à des niveaux de fluidité dans le mouvement, et d'équilibre, etc. Voilà, qui sont quand même, qui défient un petit peu les performances. Même moi, je pourrais pas danser comme ça. Je veux dire, soyons très clairs. Moi non. Ah, ça. Voilà. Donc, oui, une impression de déjà vu, effectivement. Sauf que l'impression de déjà vu, elle va s'achever très très rapidement. Enfin, j'espère. J'ose pas préjuger de ce qui va se passer dans la suite. On peut entamer notre abécédaire, hein. On peut le faire là. Oui. Allons-y. On est à A comme Alibaba. Quelqu'un a changé quelque chose dans la conduite ou parce que normalement ça devrait être A comme automobile. Donc ça me paraît très bizarre. Attendez, hein, je vérifie quand même. Vous me confirmez ou pas, les gars? Non, Oui, on va commencer avec automobile, effectivement. On devrait commencer avec automobile. Donc on va changer ça. Pouf, voilà, il ne s'est rien passé, on est à A comme automobile. Le type qui triche à mort. Donc, A comme automobile, tiens, automobile, Tesla toujours au top. C'est Aurélien qui en parle. Oui, bon, je vais essayer de redresser la situation. Oui, essaye. Donc, il y a eu pas mal de news autour de l'automobile cette semaine, et cette semaine. Donc déjà le gros rapprochement, dont tout le monde a entendu parler, de PSA, Peugeot, Citroën avec Fiat, et puis toutes les marques qui gravitent autour, qui vont devenir, qui va s'appeler maintenant Stellantis. Oui. Je trouvais que le terme était un peu loin de toutes les marques, mais bon, why not? Et qui va devenir le 4e constructeur mondial, avec 8 millions de véhicules par an. C'est quand même un beau chiffre. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que, et c'est le parallèle un peu que je voulais aborder, c'est qu'on a des constructeurs, on va dire, historiques qui se marient pour faire des gros groupes. Et de l'autre côté, on a des petites marques ou des petits projets dans des grands groupes qui se montent pour faire des véhicules, j'allais dire from scratch, c'est-à-dire ils créent des véhicules électriques pour des véhicules électriques et ils cherchent pas à transformer du thermique en électrique ou à faire de l'hybridation. Et si on prend quelques chiffres, et ça c'est assez, ça m'a intéressé. En termes de volume, donc j'ai dit 8 millions de voitures vendues pour ce gros groupe, face à un Tesla qui en aura vendu, et on reviendra sur ces chiffres-là, 500 000 en 2020. Donc il y a quand même un facteur 16 qui est assez incroyable. Et ce facteur 16, curieusement, on le retrouve entre la valorisation boursière de Tesla, qui est 16 fois plus importante que celle de Stellantis. Donc, on a des petits constructeurs tout nouveaux qui produisent 16 fois moins, mais qui valent 16 fois plus à la bourse. Et donc ça, c'était le premier chiffre qui m'a interpellé. Et puis la deuxième chose qui m'a vraiment amusé, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure. Elon Musk avait dit en 2014, vous verrez en 2020, je passerai le seuil des 500 000 voitures vendues. Et ça, franchement, en 2014, se dire 500 000 véhicules en 2020, fallait soit être très visionnaire, soit être très ambitieux. Et bien, pour votre petite information, il en a vendu en 2020 499 550, mais il en a produit en 2020 509 737. Donc, est-ce qu'il a la prime? Je sais pas, mais en tous les cas, chapeau, parce que quand même, fallait pouvoir le dire. Et ces 509 737 véhicules, c'est quand même 40% de plus que l'année dernière. Donc, forte croissance chez Tesla. Et puis, alors, il y a des économistes qui disent oui, mais dans nos pays, sous nos latitudes, combien de gens peuvent s'acheter une Tesla à 30 000 euros? Oui, c'est vrai. C'est quand même des véhicules qui sont pas donnés. Et de l'autre côté, Stellantis qui se concentre sur des véhicules beaucoup moins chers. Avec un certain niveau d'hybridation, voilà, mais
Voilà, est-ce qu'il vaut mieux vendre beaucoup de véhicules chers ou très peu de véhicules, peu de véhicules chers ou très peu de véhicules, beaucoup de véhicules, je me prends les pieds dans le tapis là. Peut même beaucoup de véhicules pas chers, 1000 fois. J'allais dire la même chose, Marc. Voilà. Non mais t'as raison, c'est vrai. Ceci dit, Stellantis, du coup, avec cette fusion, n'est toujours que le 4e, si je dis pas de bêtises, constructeur mondial. Oui. Il y a GM, Toyota est encore devant, et donc bon, c'est quand même un gros, hein, faut pas. Oui, bien entendu. Il y avait qu'une multitude de marques. On a parlé de Fiat, il y a également une question de Jeep, qui faisait partie du groupe Fiat. Quoi d'autre? Peugeot, Citroën. Enfin, il y en a quand même quelques-unes. Hein. Oui, il y en a d'autres. Hein, oui. Un chinois dans le top 5 aussi, non? Sans doute, oui. J'ai plus les chiffres en tête. Mais quoi qu'il, voilà, c'est vrai que eux vont s'orienter plus vers un marché grand public, effectivement, des voitures sans doute plus citadines. Ça va leur permettre enfin, entre guillemets, de pénétrer le marché américain. Hein. C'est ça aussi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils espèrent, avec des voitures moins polluantes. Ce qui est un petit peu le problème chez Fiat d'ailleurs, avec Jeep, ils avaient quand même pas un très très bon crédit de ce côté-là. Donc voilà, affaire à suivre. Effectivement, ça valait la peine effectivement de comparer avec ces nouveaux arrivants dans le marché. On avait déjà évoqué avec Stuff. Je vous renvoie à la playlist si vous suivez sur YouTube. Il y a une playlist de hors-série consacrée aux véhicules électriques et on avait parlé avec Stuff il y a quelques temps maintenant de différentes marques allemandes entre autres qui proposaient des véhicules qui partaient de zéro ou qui étaient des marques qui avaient été rachetées pour en faire des véhicules électriques. Là aussi, il y a plein de choses qui se passent de ce côté-là. On aurait tort, effectivement, de ne pas y prêter suffisamment attention. On peut passer à la lettre suivante. J'ai peur. J'ai le doigt qui tremble en poussant sur le bouton parce que qu'est-ce qui va nous arriver maintenant ? On est reparti sur un trend positif. Ça a l'air de marcher. Comme Alibaba. Tenez, tiens, ça c'est trop. C'était prévu dans la conduite ? Oui, bien sûr. On parle de Jack Ma qui a disparu. Je ne sais pas si on l'a retrouvé depuis, mais c'est vrai que ça inquiète un petit peu tout le monde. Enfin, ça inquiète tout le monde. Ça inquiète qui ? Sa famille, sans doute. mais où est-il ? Que s'est-il passé ? Sébastien, relate-nous cette histoire. Aurait disparu, il faut le mettre au conditionnel parce qu'il y a des nouvelles sources qui sont tombées aujourd'hui même, alors que je préparais ce sujet-là justement. Alibaba, vous n'êtes pas sans savoir, c'est l'Amazon chinois pour faire court, c'est une plateforme de vente en ligne, de retail, numéro 1 des ventes en Chine, qui s'étend dans d'autres domaines, comme l'a fait Amazon aux États-Unis, la vidéo, le cloud, c'est le 4e ou 5e vendeur de cloud au monde, Alibaba maintenant. Et l'homme qui est derrière tout ça s'appelle Jack Ma. Il est assez critique vis-à-vis du gouvernement chinois, ce qui n'est jamais une bonne chose là-bas. Et après avoir fait un discours un peu virulent contre les autorités qui justement veulent reprendre contrôle de cet empire, un peu comme les gouvernements nord-américains et européens veulent reprendre le contrôle des GAFA, le gouvernement chinois veut reprendre le contrôle d'Alibaba et donc s'oppose à son créateur, Jack Ma, qui est en quelque sorte le Jeff Bezos chinois, si de nouveau je prends une comparaison pour faire un raccourci extrêmement rapide. Et donc, il se trouve que ce monsieur a participé à une conférence, a critiqué le régime de Pékin fin octobre, et depuis, il n'a plus donné signe de vie. Dernier tweet fin octobre, plus personne ne l'a vu, plus d'apparition publique, plus d'interviews, plus rien. Il devait apparaître dans toute une série d'événements et de conférences auxquelles il n'a pas assisté. Il devait participer à une émission de télé, genre Africa Business Talent, quelque chose comme ça. En janvier, il s'est fait remplacer par une de ses collaboratrices qui a dit qu'il avait un problème d'emploi du temps, et c'est là que ça est vraiment devenu bizarre, et comme c'est pas la première fois que des grands dirigeants d'entreprises chinoises qui ne sont pas nécessairement alignés sur la ligne politique du gouvernement disparaissent, on se demande ce qu'est devenu Jack Ma. Ça c'était hier quand j'ai collecté la news, ou avant-hier, et puis aujourd'hui il y a donc c'est sorti dans plusieurs médias outlets, mais essentiellement le Financial Times et le New York Times, c'était les deux journaux qui avaient enquêté là-dessus. Dans les notes du podcast vous trouverez la version francophone sur RTL, mais ça a été repris dans plein de médias également. Vous retrouverez facilement les liens vers ces histoires.
Aujourd'hui, de nouveaux articles sont tombés, notamment NBC aux États-Unis, qui dit que non, il n'a pas disparu, selon des proches de l'affaire, qui seraient bien au courant. Il est toujours bien en vie et se porte bien, merci pour lui. Il a juste décidé de prendre du recul médiatique et du recul de sa vie publique suite à ces démêlés avec le gouvernement chinois. Donc seul le temps nous dira si vraiment il a disparu ou si s'est simplement mis en retrait. Mais ça nous rappelle encore une fois, si besoin est, que la Chine, malgré toute la bonne technologie qu'ils puissent avoir et les bons produits qu'ils peuvent fabriquer et nous envoyer parfois, n'est pas nécessairement n'est pas nécessairement, je te vois faire la moue, Marc, n'est pas nécessairement ne joue pas avec les mêmes règles que les entreprises européennes et les entreprises d'Amérique du Nord. Il y a quand même deux mesures et deux tempos différents entre l'Europe, l'Occident, on va dire, et l'Orient. Il fait un burn-out, comme on dit en France. Peut-être, simplement. Mais il a vendu trop de merde et il s'en veut, donc du coup il fait un burn-out. Non, mais il faut être honnête, à un moment donné aussi, je veux dire, si vous avez la possibilité, et je pense que tout le monde a la possibilité, parce que personne n'est obligé d'acheter des trucs chez Alibaba, très honnêtement, hein, donc évitez, quoi. J'ai juste envie de dire. Bah oui, parce qu'après on va être obligé d'habiter dans des conteneurs. Je fais une aparté, mais c'est une réalité. Vous savez que les conteneurs maritimes, on en fabrique, il y en a 3 qui sont fabriqués toutes les minutes. Des containers comme ça, et ils viennent chargés de produits, des très bons produits certainement, mais de toutes sortes, hein, aussi des produits de merde, qui arrivent chez nous, et puis comme on n'a rien à leur envoyer, ben on est obligé d'habiter dans les containers. C'est la raison pour laquelle maintenant on trouve que c'est une chouette mode d'habiter dans des containers maritimes, alors qu'en fait c'est comme si vous alliez vivre dans une boîte de chez Amazon, quoi. C'est exactement la même chose. La boîte en carton, sur un certain volume, ça peut faire une caisse pour le chien ou pour le chat, voilà. Fin de la parenthèse, entre guillemets. Tu voulais rajouter un truc, Aurélien, sur cette disparition, ou pas? Non, je voulais juste savoir si c'était un coup des 40 voleurs, mais... Voilà, donc c'est là que je m'en veux de poser des questions, des fois. Ah bah oui, faut pas poser des questions. donc voilà. Si vous voulez bien, je vais pousser sur le bouton une nouvelle fois, attention. Lettre D comme donner, tu vois, ça va pas non plus. Donner, conduisez-vous, conduisez-vous. Attendez, là quelqu'un m'a mis un tiret pour rien. C'est conduisez, vous êtes surveillé, pas conduisez-vous, être surveillé. On est d'accord avec ça. Voilà, c'est une bêtise. Ouais. Je suis désolé. On me tend des pièges. Ça ne va pas du tout. Cette année commence super bien. À tout point de vue. Merci Aurélien pour ce piège. Conduisez, vous êtes surveillé. Nos voitures nous épient. En gros, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc un article, merci Marc d'ailleurs de l'avoir épinglé, qui relate un peu un sujet assez passionnant dans lequel, dans nos véhicules, il y a de plus en plus d'électronique. Qui plus est, il y a de plus en plus d'électronique connectée, et en plus, on vient connecter notre smartphone sur le dessus pour passer nos appels. Voilà. Et donc, du coup, les voitures, qu'on le veuille ou non, collectent de plus en plus d'informations. Et vous avez même des belles informations. Maintenant, vous avez beaucoup de voitures qui sont équipées de caméras qui vous filment quand vous conduisez pour savoir si vous clignez des yeux, si vous endormez, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Ouais. Voilà. Et donc, là, il y a des sociétés qui cherchent à récupérer de ces voitures toutes les informations, soit pour trouver la responsabilité d'un accident, pour trouver la cause d'un accident, ou des choses comme ça. Et en fait, il se pose plein de questions quant à la persistance et au stockage de ces données. Et notamment aux États-Unis, puisque nous, on a en Europe quelques lois qui encadrent le stockage et le traitement des données, RGPD et autres. Mais aux États-Unis, c'est pas le cas. Et dans l'article qu'on vous a épinglé, il y a notamment un rapport de la CNIL, le lien vers un rapport de la CNIL
qui explique un peu comment les fabricants de systèmes d'entertainment ou les constructeurs se retrouvent être des collecteurs et transmetteurs de données, et de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, qu'est-ce qu'ils peuvent stocker et comment ils peuvent le stocker. Et l'article mentionne aussi une question qui est tous ces véhicules, type véhicules de location, enfin en tous les cas qui ou comment on appelle ça là, les véhicules à Paris qu'on peut véhicules partagés quoi. Ouais. Partagés, merci. Voilà. Ouais. Véhicules partagés, tous ces usages là. Ça pose des problèmes parce que du coup, on sait plus à qui appartient la donnée, comment, si elle est traitée, si elle est remontée. Donc nous, on est protégés. Enfin, nous en Europe, en tous les cas, le RGPD s'applique. La CNIL a déjà pris le sujet à bras le corps. Aux États-Unis, c'est quand même beaucoup moins le cas. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Et donc, de toute façon, c'est une tendance, je pense, qui est de plus en plus lourde et qui va faire qu'on aura de plus en plus de données collectées dans le véhicule et sur ce qu'on fait. Évidemment, il y a le tracing du GPS, il y a un tas de choses qui fait que votre vie privée va être de plus en plus tracée, mais ça, de toute façon, à partir du moment où vous avez un smartphone, c'est pareil. Oui, c'est ce que j'entendais encore il n'y a pas tellement longtemps, quand les gens se disaient, vous savez, pour l'instant, il y a beaucoup de complotistes qui disent, oh là là, les puces électroniques, etc., dans le vaccin, le machin, etc., passons les détails. Et puis quelqu'un qui disait, vous savez, la puce, vous l'avez déjà en main, ou dans votre poche, elle vous suit partout, cette fameuse puce dont vous avez, dont vous avez si peur que ça. Donc, voilà, c'est, oui, là, je pense que de plus en plus, chaque fois qu'on a un objet connecté à portée de main, forcément, il collecte des usages. Je dis pas de bêtises, Sébastien, pas toi qui vas me contredire. Je veux dire, ces outils-là, rien n'indique qu'ils sont imperméables. Les voitures autonomes, c'est l'autre spectre, l'autre bout du spectre, collecte, on estime à peu près 4 gigabytes de données par jour pour un usage normal. Ça fait 1,4 terabytes par an. Si vous avez un NAS de 3 Tera à la maison, ben voilà, vos données de conduite, c'est 2 ans, et puis vous changez de NAS, donc 3 Tera par an. Et il y a une tendance assez lourde dans l'industrie pour le moment, et dans les sociétés, c'est de stocker tout, même si on n'exploite pas aujourd'hui, parce que le coût de stockage est suffisamment faible que pour pouvoir le faire, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a 10 ans, 15 ans ou plus. Et même si on ne sait pas comment exploiter ces données aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on saura. On aura la puissance machine pour le faire, ou quelqu'un aura l'idée, tiens, si on essayait d'analyser ça, etc., d'appliquer des algorithmes d'apprentissage machine pour aller extraire de l'information de ces données. Donc oui, il y a une tendance chez tout le monde pour le moment de dire, collectons tout ce qui est possible de collecter et gardons, ça sera peut-être utile plus tard. Oui, je pense que c'est général, hein. C'est surtout, on parle ici des voitures, mais c'est surtout toutes sortes de domaines où on collecte énormément d'informations, tout en sachant que là, aujourd'hui, on n'est pas capable de traiter ces informations. Mais elles sont là, elles sont stockées, et le jour où, on les dégèlera et on les analysera a posteriori, et voilà, ça a de la valeur, ça a une valeur latente, on va dire, en attendant de... voilà, alors évidemment... Et c'est un investissement pour le futur aussi, puisque si on veut nourrir des algorithmes d'apprentissage machine, il faut de la donnée historique, et donc il se constitue un stock de données historiques aussi, même s'il ne l'utilise pas encore aujourd'hui. Comme le dit Xavier sur le chat, le big data, c'est l'avenir, combiné, je vais y arriver, à l'intelligence artificielle, évidemment, puisqu'on se doute qu'il va y avoir une petite louche d'intelligence artificielle dans le traitement de ces données à un moment ou à un autre. Des données qui sont a priori anonymisées, on peut déjà être un petit peu rassuré de ce côté-là ou pas ? A priori, elles doivent être exemptes de tout identifiant personnel au sens de la loi, et s'il y en a, Aurélien l'a mentionné, ça tombe sous le coup du GDPR, et donc il faut donner la possibilité aux clients, nous, de savoir quelles sont les données qui sont stockées sur vous, de pouvoir les modifier, de pouvoir les effacer. C'est ça. Si vous n'avez pas la possibilité de faire ça sur le site web de votre constructeur de voiture, c'est que soit les données sont complètement anonymisées, on ne peut pas les lier ni à vous ni à votre véhicule, soit ils ne respectent pas le GDPR. Oui, enfin, ceci dit, j'ai mis ma voiture à l'entretien il n'y a pas tellement longtemps chez un constructeur dont on a parlé juste avant. Il ne se souvenait pas de moi. Donc,
Je suis plutôt rassuré. Ah, mais c'est parce qu'il a pas regardé la caméra. Je suis de ce côté-là, je suis plutôt rassuré. Et donc, j'ai dit, je suis comme ça, je vais vous oublier aussi. Voilà. Passons à la suite, si vous voulez bien. On est à la lettre G comme Google. Quand Google Street View se met à jour, on a vu, Sébastien, des mises à jour de ces images de notre quotidien. Et toi, tu les as scrutées d'un petit peu plus près même, je pense. Ça m'a fait réagir pour plusieurs choses. D'abord, ça rappelle la merveilleuse possibilité de ce qu'on appelle dans l'industrie le software as a service. Quand est-ce que vous avez mis Google à jour la dernière fois? Vous. Quand est-ce que vous avez dû rebooter votre PC la dernière fois à cause de Google? Vous. Jamais, parce que il y a rien qui est installé chez vous, tout est dans le cloud et donc tout peut être mis à jour pour des millions d'utilisateurs d'un seul coup sans qu'on le remarque ou sans qu'on doive redémarrer nos machines, ce qui est toujours très agréable, n'est-ce pas, Marc? Oui. Seconde chose, ce projet un peu fou qui est Google Street View, on en parlait off avec Aurélien avant, j'aurais voulu être une petite souris dans un bureau à Mountain View. J'aurais voulu... jour. Aussi. Être comme les robots. Oui, c'est ça. J'aurais voulu être une petite souris dans un bureau à Mountain View le jour où un mec un peu fou a dit « J'ai une idée, patron, on va lancer des voitures sur toutes les rues de toutes les villes de tous les pays du monde, on va prendre des photos de tout et mettre ça en libre-service sur le web. » Et le manager a dit « Excellente idée, je finance, allons-y, faisons-le. Oui. » Et ils ont construit ces Google Cars, ils l'ont fait, ce qui est un projet de dingue. Hein, c'est des millions de kilomètres. Tu sais qu'il y a eu un projet, je te coupe 2 secondes, mais il y a eu un projet à Bruxelles, en tout cas un projet belge, de photographier les façades des maisons quartier par quartier, et c'était bien avant Google Street View, et l'idée était originale en soi, mais c'était juste complètement impossible à réaliser sur le long terme. C'était prenez votre appareil photo, alors déjà les appareils photo avec les 5 pixels qui se battaient en duel, bonjour, et puis l'idée c'était de recenser donc les rues par rue, les façades des maisons. La fin de la parenthèse. Mais et tu dis c'était impossible à faire à l'échelle d'une ville, eux ils font ça à l'échelle d'une planète. Oui. Ouais, c'est ça. Et même plus parce qu'ils rentrent aussi dans les bâtiments, dans les buildings également. Et donc voilà, non seulement non contents d'avoir photographié toutes les rues du monde, ils recommencent, donc ils continuent de mettre à jour. Oui, ils n'arrêtent pas de tourner. Et ils n'arrêtent pas, donc c'est un projet continu. Les voitures tournent en permanence. Il se trouve que les voitures ont scanné la Belgique l'année passée, en 2020, et que ces images qui ont été prises lors du nouveau scan sont en production maintenant. Et donc on voit sur les vues de Bruxelles des gens avec des masques, on voit les plaques anti-Covid à l'entrée de la rue Neuve, pour ceux qui connaissent la anti-Covid, enfin les messages de signalisation à l'entrée de la rue Neuve. On voit des gens masqués, on voit des terrasses et des gens en terrasse, donc on sait que c'est à peu près entre les deux confinements que... Oui, et du soleil aussi, ce qui est assez rare pour le cinéma. Les gens sont en tenue relativement légère, donc clairement c'est l'été, c'est le mois de juin, c'est juillet, éventuellement août, mais voilà, ça donne une time frame assez restreinte. Le site de la RTB dont j'ai mis le lien dans les notes du podcast vous donne toute une série de photos de Bruxelles. Et puis j'en parlais en famille et mes enfants disent ah bah nous on est sur Street View. Je dis comment ça vous êtes sur Street View? Et ils rentraient de l'école en septembre, donc ça colle avec le time frame dont on a parlé juste avant. Ils rentraient de l'école, ils rentraient du bus, ils étaient en train de marcher sur le trottoir, ils ont vu passer la voiture Google parce qu'il y a des gros autocollants, on peut pas la louper. Si vous l'avez jamais vu, il y a une espèce de tuyau de périscope au-dessus sur le toit de la voiture avec une caméra qui tourne au-dessus. C'est assez impressionnant à voir. Et donc ça m'a donné un délai. Je sais que mes enfants se sont fait photographier en septembre et en décembre ils se retrouvent. Donc il faut 3 mois à peu près à Google pour collecter les données, les traiter. Je sais pas quel genre de post-traitement il doit faire. Il doit flouter tous les visages parce que tous les visages sont floutés évidemment. Je pense que c'est plus manuel hein, ça, le floutage des. Non, alors si c'est sur demande, si c'est sur demande parce qu'on peut demander le floutage par exemple de sa vitrine ou de sa maison même. Ça par contre à mon avis c'est quand même un petit peu assisté par un humain, mais le floutage des humains, voire même de certaines inscriptions sur les boîtes aux lettres ou les trucs comme ça, ça je pense que c'est automatisé. Et donc c'est ce temps d'ingestion des données, il faut les amener dans le cloud, il faut les analyser, il y a de l'intelligence artificielle là pour faire les floutages, les autres transformations, il y a les transformations pseudo 3D qui font aussi pour qu'on puisse quand même connecter toutes ces images les unes aux autres et que ça donne une impression de continuité.
Voilà, il leur faut à peu près 3 mois pour uploader ça. Donc voilà, c'est pas une info qui va changer votre vie. Voilà, c'est un projet qui, au niveau du volume de données et de la technicité de ce projet et le coût et la finalité, m'impressionne énormément. Ouais. Oui, non, c'est une technique. On se voit à chaque fois, à chaque mise à jour, même si c'est de mieux en mieux chaque fois. Hein, la définition est chaque fois un petit peu améliorée. Donc voilà, c'est. Ah donc ça, ce sont tes filles, donc. Non, c'est pas ça. C'est photo de la RTV. C'est au fin fond de la Gaume pour ceux qui connaissent, région du sud de la Belgique. Donc c'est pas à Bruxelles. Nous dit que même la Lune est cartographiée par Google. Donc voilà. Mais par contre, ils ont pas envoyé de véhicule, ou alors on nous l'a caché, mais tu dis aux techniciens maintenant tu vas aller cartographier la Lune, mon gars. Oh putain. Ils vont devoir demander aux Chinois pour monter sur la Lune. Et la suivante, c'est Mars. Oui, c'est ça. Donc c'est voilà. Mais je trouve la technique fabuleuse et c'est vrai que ça a changé. Ça, par contre, c'est le genre de technique qui a changé notre vie. Et donc voilà, j'ai eu un freeze chez moi. Je sais pas chez vous, mais je pense que il y a des soucis. Je crois que c'est le Twitch qui freeze, mais. Je pense que c'est chez moi là pour le coup. Mais bon, ça m'inquiète un petit peu. Donc voilà. C'est avançons, ne traînons pas. On est à la lettre M comme messagerie. J'espère qu'on va arriver au bout de cet épisode. Sans rire, je suis un petit peu angoissé. M comme messagerie, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes, paraît-il. C'est vrai, les meilleures soupes, les meilleures qu'est-ce qu'on fait aussi, les meilleures confitures. Les meilleures confitures, voilà, par exemple, effectivement. Aurélien. Oui. Alors, c'est suite à l'accord du Brexit qu'on a retrouvé donc dans le texte du Brexit, on a retrouvé à la page 900 et quelques. Alors, j'ai pas tout lu, hein, c'est juste parce que Sébastien me dit que je prépare, mais je prépare pas quand même. Je lis pas l'accord du Brexit. T'as pas lu l'accord du Brexit, mon frère? Non. Alors, à la page 931, vous pourrez lire à la ligne 43. Le fait que l'accord prévoit que si vous avez des communications qui parlent d'ADN, ces communications doivent être cryptées. Et donc, si jamais vous devez envoyer, enfin, la Grande-Bretagne doit envoyer à l'Europe, ou l'Europe doit envoyer à la Grande-Bretagne des informations concernant l'ADN, eh ben, il faudrait utiliser un client de messagerie tel Netscape Communicator 4 ou Mozilla Mail. Alors moi, j'étais pas né. Hein. Enfin, je pense que c'était un bon sujet pour Sébastien. Et c'est ça. Bon, Sébastien est spécialiste, hein, pour ceux qui ne le savent pas, de oui, tous les trucs qui ont plus de 20 ans d'âge. C'est tous ces sujets pour Sébastien. Et donc, en fait, ça décrit, le texte décrit la façon dont on doit crypter et coder les messages. Et donc, on doit utiliser, alors moi je suis pas spécialiste de ça, le S/MIME. Et donc, on parle de clé RSA qui devrait passer de 1024 à 2048 bits. Donc, c'est une façon de crypter la chose. Et donc, ils donnent des exemples. Ils disent ce moyen de crypter les messages peut être réalisé grâce à Netscape Communicator 4 ou Mozilla Mail. Alors, il y a un professeur d'Angleterre qui a dit qu'en fait, ce passage-là, c'était qu'un copier-coller de 2008 d'un accord de Bruxelles. Donc, ça revient aux Belges encore, je suis désolé, de 2008. Bref, enfin, tout ça pour dire qu'en fait, cet accord du Brexit, ça s'est fait un peu dans l'urgence, avec des copier-coller un peu appris d'anciens trucs qui étaient déjà des copier-coller d'avant. Oh, des années d'avant les années 2000. D'avant les années 2000, ouais. Et donc les gens font des copier-coller sans savoir, et comme ça, ils sont pas obligés de réengager des spécialistes ou quoi que ce soit. Hein. On fait les choses un peu à l'économie, c'est un peu ça l'idée. Hein. Et donc, on fait les choses à l'économie et on voit le résultat derrière. C'est juste magnifique. C'est d'une légèreté coupable. Non ? Mais si on suit l'accord à la lettre, il faut effectivement trouver une vieille copie de ces softs-là.
pour les installer, pour implémenter les communications qui, inutile de le dire, ne sont plus du tout sécurisées aux normes d'aujourd'hui en termes de longueur de clé, ces softs ne sont plus patchés depuis des années, donc voilà, il doit y avoir des choses comme ça. C'est pour ça que c'est pour ça que je parlais de légèreté coupable, parce que c'est avec ce genre de logique-là, on va droit dans le mur. Tu vois, c'est voilà, ouais, allez-y, c'était bon en 96, ça doit encore être bon maintenant. Hein. Mais non. Mais ça montre aussi la précipitation ou la légèreté, ou les deux, qui ont été mis dans l'accord qui est rentré en vigueur là, au 1er janvier. Et cette partie-là, nous, on la comprend et ça nous fait rire. Mais donc, ça veut dire que toutes les parties qu'on comprend pas ont probablement le même niveau de qualité, et ça fait un peu plus peur. C'est souvent comme ça, hein, qu'on se rend compte. C'est comme quand on regarde une émission d'information, par exemple, et puis tout d'un coup on parle d'un sujet qu'on comprend, que l'on maîtrise, et on entend des bêtises énormes. Ça met à mal, entre guillemets, toute la crédibilité passée et à venir du média ou des journalistes, etc. Et c'est un petit peu le cas dans ce cas-ci, effectivement. On se dit, mais attends, est-ce qu'on est sûr que ces gens maîtrisent vraiment leur sujet ou pas du tout, et donc c'est vrai que sur des sujets peut-être encore plus sensibles que la sécurité informatique, la santé de manière générale par exemple, est-ce qu'ils sont aptes? C'est voilà, je vais pas hurler au complotisme ou autre, c'est pas là le propos, c'est juste une question de se dire est-ce que on met bien toutes les ressources nécessaires à la compréhension du monde qui nous entoure et de ces nouvelles technologies, ces nouvelles sciences, etc. Quand on parle de droit et voilà, c'est compliqué. Quand tu vois le nombre sur le pas tous en même temps. Vas-y Aurélien. Quand tu vois que le nombre de personnes qui ont dû relire l'accord dans les deux parties, et qu'on se retrouve avec des bouts de copier-coller de 2008 pas relus, et il y en a pas un qui a tiqué en disant non mais attendez, on peut pas laisser un truc. Enfin, je sais pas. Plus les traductions dans toutes les langues des autres pays européens. Hein. Donc c'est pas juste entre le français et l'anglais. C'est tout qui. Donc voilà. C'est des centaines de personnes qui l'ont lu, ça c'est sûr. Enfin, oui, et parmi lesquels sans doute même un simple traducteur de base aurait pu tirer la sonnette d'alarme en disant excusez-moi mais ce truc-là ça n'existe plus ou ça n'existe pas ou voilà. J'imagine le mec au fond ça n'existe plus. le mec au fond du bureau qui lève le doigt voilà, et qu'on fout dehors en disant vous occupez pas de ça, vous traduisez point barre. Ok, d'accord. Denis qui demande dans le chat de Twitch si le document a été préparé avec Word 97. Je sais pas. Plus que probablement. Peut-être que même leur site a été créé avec FrontPage. Oh là là, mon Dieu. C'est une possibilité également. C'est une application Microsoft qui permettait de faire des pages web simplement. Après, c'était beaucoup plus compliqué de lire les pages web. Ça, c'est une autre question. On est au nom de domaine. N comme nom de domaine. Et là, je suis assez content parce que nom de domaine, c'est 3 mots, alors qu'en général, on met un mot, hein, et comme ça, on est sûr que ça passe. Là, il y a 3 mots et ça passe. Et là, je suis assez content du truc. Il y a un truc qui a fonctionné aujourd'hui, donc c'est pas mal. Quand les Anglais doivent lâcher leur .eu, on parle encore de Brexit, évidemment, et du nom de domaine, l'extension .eu, effectivement, qu'en est-il et qui nous en parle, c'est Sébastien, tiens. Bah, ça fait 2 ans qu'on savait, depuis le début le début des négociations un peu avancées du Brexit, que les .eu peuvent être réservés par tout citoyen européen, qu'il vive ou non en Europe, ou toute entreprise ou personne qui vit en Europe, même si elle n'est pas nécessairement européenne. À partir du moment où nos amis anglais ne font plus partie de l'Union européenne, bien, s'ils ne vivent pas sur le territoire de l'Union européenne, ou pour les sociétés, s'ils n'ont pas de filiale sur le territoire de l'Union européenne, bien, ils ne peuvent plus posséder un nom de domaine .eu. C'est tout aussi simple que ça. Il se trouve qu'il reste à peu près 85 000 citoyens de Sa Majesté qui possèdent un nom de domaine EU et qui ont été notifiés
publié cette semaine, qui vont devoir le rendre. Donc il y a une procédure évidemment qui est en place pour ça, qui est standard d'ailleurs pour le release, la libération d'un nom de domaine. Il y a une période où le nom de domaine est bloqué, mais on est encore propriétaire, et ça laisse le temps de transférer éventuellement les DNS et de rerouter le trafic vers d'autres noms de domaine. Et puis après un certain temps, le nom de domaine va être libéré, il sera public à nouveau, il sera vendable ou achetable, selon de quel côté on se place. À nouveau. Et donc il y a 85 000 noms de domaine que nos amis anglais vont devoir abandonner, sauf ceux qui habitent en Europe. Ceux-là, ils peuvent garder leur nom de domaine .eu. Alors, panique, parce que si on lâche notre nom de domaine, ben, ça veut dire que mon business, mon entreprise, bon, si c'est un site web personnel, c'est pas trop grave, mais s'il y a une entreprise derrière, c'est important. Panique pour quelque chose qui a été quand même annoncé il y a plus de 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on le sait, ça fait 2 ans qu'on en parle, ça fait 2 ans, ok, c'est peut-être pas dans la une des médias mainstream, comme on dit maintenant, tous les jours, mais c'est pas une nouvelle, et c'est en arrivant au bout, comme les mauvais élèves, c'est aujourd'hui mon test, mon contrôle, et il faut changer. Alors il y en a qui ont essayé sur les 2 dernières semaines de décembre, évidemment les administrations étant fermées, les transferts bancaires prenant plus de temps avec les jours fériés, etc. Ça n'a pas toujours été facile. Bon, a priori, c'est pas très difficile à faire, hein. Ça prend un jour et c'est terminé. Bah oui, enfin voilà, c'est des changements qui s'opèrent, des changements de ce type-là, ça s'opère pas tous les jours non plus. Donc voilà, c'est bien de l'avoir prévu par contre, parce que voilà, là par contre, ils auraient pu passer complètement au travers entre nous. Hein. On salue Olivier qui nous a rejoint sur le chat, c'est sa première pour sur le chat. Fois. Bienvenue à Olivier, évidemment. On se souvient toujours de sa première fois. Oui, c'est ça. C'est peut-être même notre dernière, hein, parce qu'avec tout ce qui se passe autour de moi pour l'instant, j'ai l'impression que des trucs qui crépitent au fond de la pièce, il y a le feu. Voilà. On va un peu réduire le setup pour les semaines à venir. On va trouver un truc simple à faire. Je veux dire, un Skype entre nous, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Un truc à rajouter, Aurélien? Non. Hein. Si. Non. J'ai pas de .eu. Ah ben voilà, moi non plus. Voilà. Donc ils vont devoir retourner au .co.uk. Ça c'est chouette aussi comme extension. Ah ouais. Ça existe le .gb? Non, ça n'existe pas parce que c'est commonwealth.uk pour United Kingdom et puis voilà. Mais c'est voilà, c'est pas le nom de domaine le plus simple, enfin le plus sexy, on va dire, même si c'est pas non plus hyper compliqué à taper. Hein, voilà. On peut passer à la suite? Oui. Allons-y. Oui. La lettre R comme roue. On va réinventer la roue. On nous a réinventé la roue à la faveur de la création, hein, l'invention d'un vélo électrique, qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de rencontrer, Aurélien. Oui, alors c'est pas une news toute neuve, mais je suis tombé dessus et ça m'a suffisamment intrigué pour que je vous en parle. Moi, le sport et la technologie, c'est des trucs qui me passionnent bien. Et donc, il y a une entreprise américaine qui s'appelle Beno Technologies qui a inventé ce vélo Revo, R2EVO. Alors, je vais essayer de décrire ça pour ceux qui n'ont pas l'image. Oui. Mais franchement, allez voir ça, c'est assez incroyable. Vous imaginez, bon, tout le monde sait ce que c'est qu'une roue de vélo. Il y a un moyeu au centre, des rayons qui vont d'un moyeu à une jante. Ah, c'est pas en bois. Et autour, alors. vous avez un peu... Non. Non, ça c'était la calèche, mais ça a un peu évolué depuis. Oui. Et donc, en fait, ce vélo, il faut imaginer que vous n'auriez que la jante et le pneu qui tournerait autour de la jante. Enfin, c'est une jante en 2 parties, je suppose. Une partie annulaire fixe et donc une autre partie avec le pneu qui tourne autour de cette jante. Ouais. Et donc, en fait, pour vous, la fourche qui descendait jusqu'au moyeu avant ne descend que jusqu'à la partie fixe de la jante. C'est ça. Et idem pour la partie arrière. Hein, à l'arrière d'un vélo, vous avez des haubans et des bases qui vont rechercher le moyeu. Là, vous avez juste un tout petit hauban qui va chercher toujours la partie fixe. Donc, en fait, vous vous retrouvez avec des roues qui sont vides. Oui, c'est assez incroyable, des roues vides. Et donc, ce vélo, ils ont un peu réinventé la roue. Et donc, ils sont en crowdfunding vous pouvez l'acheter. Aujourd'hui, il coûte 1 800 €. C'est un vélo électrique. Et ils ont poussé le vice jusqu'à
vendre un kit avec des sacoches, et ces sacoches vont se mettre à l'intérieur de la roue. Donc la place à l'intérieur de la roue n'est même pas perdue. Vous pouvez transporter des choses à l'intérieur des roues. Je trouve ça complètement novateur. Franchement, j'aimerais bien l'essayer. Je pense que mécaniquement, ça ne change rien à la sensation que vous auriez sur un vélo. C'est juste l'arrangement mécanique. Il me semble que ça s'est fait en moto. Je pense que c'est Kawasaki qui avait une moto qui utilisait ce principe-là, me semble-t-il, en tout cas sur la roue arrière. Je ne dis pas de bêtises. Si quelqu'un qui s'y connaît en moto sur le jet peut me le confirmer, ça me ferait plaisir. Mais le principe, oui, c'est ça. Le principe est original, semble être totalement maîtrisé. Bon, alors la petite sacoche au milieu de la roue, je pense... pas convaincu, moi, très honnêtement, c'est, voilà. Par contre, il y a peut-être moins de prise au vent latérale, il y a peut-être, je sais pas, c'est peut-être des avantages aussi. Et d'un point de vue motorisation aussi. Ouais, on peut faire du couple, c'est toujours beaucoup plus facile quand il y a du diamètre. Ouais. Donc bon là c'est pas la technologie qu'ils ont choisi. Je pense que d'après ce qu'on voit sur les photos, le moteur est un moteur on va dire standard qui d'un diamètre de quelques dizaines de centimètres, voire dizaines de centimètres, qui entraîne la jante, mais ça serait intelligent de faire un moteur roue sur le diamètre des roues. Oui. Donc voilà. Et puis donc il y a un peu d'électronique forcément, empreinte digitale. Ils ont un système de cadenas intégré dans le cadre. Je fais le parallèle par rapport à tout à l'heure, on parlait des voitures électriques qui étaient conçues comme des voitures électriques. Là, c'est un peu pareil. On a des vélos électriques qui sont conçus comme des vélos électriques et c'est pas des vélos traditionnels qu'on vient remettre en vélo électrique. Mmh. Et je trouve que l'idée est plutôt bonne. J'aimerais bien l'essayer, je disais, et je pense que ça change rien à la sensation qu'on a d'un vélo. Et donc il y a une campagne de financement participatif, crowdfunding, qui est en cours, et il parle de livraison des vélos pour le mois d'avril 2021. Pareil, hein, enfin dans la partie fixe des roues, il y a l'éclairage, ils mettent des feux de stop, il y a des clignotants, je crois, des feux de stop. Enfin, ouais, ils ont poussé le concept jusqu'au bout, et ça fait un chouette vélo. Je pense que, moi, j'ai hâte de voir ça dans nos rues. Et d'essayer. Ouais. Où est-ce qu'on met le cadenas? À mon avis, il est dans le cadre. Non, il est dans le cadre. Oui, a priori, il va bloquer la roue de toute façon à un moment donné. Hein, donc, mais c'est parce que d'habitude, le cadenas, on pense que voilà, le vélo est bien protégé parce qu'il est coincé par les rayons. Mais s'il n'y a pas de rayons, tu vois. Mais voilà, on peut comprendre. Je trouve qu'il a un style, hein, ce vélo. Ouais, il a de la gueule. Il a de la gueule. Il n'y a pas de vitesse alors. C'est juste entraînement direct. Et il y a pas on ne gère pas les vitesses avec un dérailleur, forcément il n'y a pas de chaîne. Non, mais sur le vélo électrique en général il n'y a pas de vitesse, non? Si. Ils sont assez rares d'ailleurs les vélos qui n'ont pas de vitesse. Il y a le Cowboy qui est un vélo belge qui a une certaine réputation, qui est distribué en France d'ailleurs maintenant, qui n'a pas de vitesse. Il faut pas passer. Ceux que je connais il n'y a pas de vitesse. Le Van Moof, le Cowboy et Angel. Ces trois-là, mais ce sont les vélos haut de gamme aussi. Voilà, à chaque fois. Et effectivement. Et ici, on est dans le haut de gamme aussi, hein, plus de 2000 € pour la Beckham en ça commence à 2000, il y a des paquets jusqu'à 5000 oui, c'est ça. Et c'est en financement participatif, donc il faut payer maintenant avec un truc qui n'existe pas encore. Oui. J'ai regardé, je suis sur le marché pour acheter ce genre d'appareil, c'est pour ça que je connais Angel, Van Moof et Cowboy, et je me dis, est-ce que je mettrais 2000 € comme ça à une boîte que je connais pas finalement, qui me promet qu'ils vont faire un produit et le livrer un poil plus mais ça, c'est tout le principe du financement participatif. Je t'invite à t'approcher de notre ami Benoît, qui est un spécialiste du genre, qui nous avait fait un laïus très bien balancé d'ailleurs à une certaine époque concernant le financement participatif, où il expliquait très clairement, je synthétise très très fort parce que c'était bien plus long que ça, mais que il faut accepter de perdre son argent à un moment donné. C'est-à-dire que tu vas sur du financement participatif à partir du moment où tu crois au produit et que tu as envie de faire avancer le produit. Quitte à ce que tu perds ta mise et que ça ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est une prise de risque parmi d'autres. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Rien.
Si, dans la rubrique vélo, j'ai vu que Harley Davidson faisait un vélo électrique également. Ça s'appelle le S1 ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, toutes les grandes marques s'y mettent sur des vélos, pas seulement électriques à la papa. Je dis ça parce que mon papa a un vélo électrique ancienne génération, mais ce sont des vélos hyper technologiques et hyper connectés maintenant, avec GPS, avec une appli, avec empreinte digitale, etc. Ça mériterait quand même qu'on refasse un jour un hors-série consacré au vélo électrique, comme on en avait fait il y a quelques années maintenant concernant les véhicules électriques de manière générale, parce que c'est un marché qui a énormément évolué, parce que maintenant on peut différencier deux types de fabricants, ceux qui partent de zéro, entre guillemets, qui fabriquent un vélo, qui a de l'intelligence, de la programmation, de la mécanique, etc., et puis ceux qui font de l'assemblage. C'est quand même très très différent, parce que là aussi il existe des moteurs maintenant. Je pense que Aurélien, tu ne me contrediras pas, je pense que Bosch par exemple fabrique des moteurs pour vélo à assistance électrique, c'est parmi les meilleurs qui sont sur le marché. Je dis bien parmi, il doit y en avoir d'autres, et qui sont assemblés à ce moment-là par des gens qui sont plus spécialisés en vélo qu'en électricité ou en électromécanique, et donc font des assemblages qui, c'est le cas de le dire, tiennent assez bien la route aussi, à des prix peut-être un peu plus planchers, un peu plus raisonnables, parce que voilà, c'est... Et puis les usages, aujourd'hui, vous avez des courses il y a des courses de VTT dans les Alpes, depuis qu'il n'y a plus de neige. où le but c'est de gérer sa batterie. C'est de gérer sa batterie pour. Oui, ça fait partie du jeu. Pour tirer le même principe. Voilà. Et je sais même qu'il y a même des montées de colle en vélo de route qui sont en vélo électrique, en course et tout. Non, ça se démocratise à une vitesse. Enfin, c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller dans le. Je ne veux pas citer de marque, mais la grande enseigne bleue française de sport. Ah, celle-là. Celle-là. Non, mais aujourd'hui, ils n'ont plus un vélo à vendre. Oui, non, c'est clair, avec ce qui s'est passé dernièrement, il y a un gros vendeur de vélos pas loin de chez moi, et ils étaient rincés. Il n'y avait plus rien, peut-être encore un petit vélo à 3 roues pour les vélos roses avec des petites floches au poignet pour les petites filles, vous voyez, il n'y avait plus que ça. Des petites floches Oui, on appelle ça c'est des fils qui pendent. C'est comme ça qu'on dit en Belgique. D'accord. Je suis désolé. Bon, ok. Je sais même pas comment on dit autrement. Juste encore un mot. Il y a des alternatives aussi. J'ai un collègue qui m'a montré pendant l'été des roues électriques. Et donc, tu peux recycler ton vélo existant en achetant juste une roue que tu vas mettre sur ta roue avant. Alors ça, il paraît que c'est pas conseillé, par contre. Lui disait que c'était bien et qu'il aimait bien. Ouais. Alors, j'ai roulé à côté de lui en vélo. Ça fait du bruit, le machin. On l'entend. Ouais. Il paraît que c'est un peu c'est pas tellement d'autonomie. C'est assez lourd. Ça alourdit. Et donc, c'est un peu comme le tuning, tu vois. C'est que si le vélo il est pas prévu pour, faut peut-être pas essayer, quoi. Je veux dire, c'est le risque. C'est une question de budget aussi, puisque dans ces vélos haut de gamme, on parle de 2000 € ou plus, tandis que là, il parlait de 300-400 €. Mais voilà, c'est ça. Donc on a toujours que pour son argent, comme on dit. Donc c'est un peu ça le problème. Passons à la suite. La lettre R comme registre national. Alors ça passe aussi, tiens, c'est bien. Le registre national. Qu'est-ce donc le registre national ? Nous sommes belges, je tiens à le rappeler. Ouais. On a des spécificités. Aurélien, accroche-toi. Alors, pour nos amis français et suisses qui nous écoutent, le registre national, comme son nom l'indique, est un registre national de la population en Belgique, où on inscrit nos enfants dès la naissance, on reçoit un beau numéro, et ce numéro nous suit toute notre vie. On y retrouve notre adresse, notre état civil, c'est à peu près tout, je pense pas que... Oui, et puis en même temps, c'est le même numéro que le numéro de sécurité sociale, en même temps. Donc, voilà. Ouais. Et moi, personnellement, je le trouve très pratique parce qu'on déménage en Belgique, on arrive, on va se déclarer à la mairie, on dit voilà, j'habite là, et automatiquement, comme c'est la source d'information pour tous les autres systèmes, tout le monde est au courant de notre nouvelle adresse, on ne doit pas faire 15 000 courriers à différentes administrations, tout découle de là. Ce registre national est accessible par des API également pour des applications, et notamment il y a une application qui s'appelle le registre UBO, que je ne connaissais pas, mais bon, j'ai jamais
travailler vraiment en Belgique, par étudier. Et le registre UBO, ça permet au fait, c'est un système qui a été mis en place contre le blanchiment d'argent pour que les entreprises qui fassent des paiements sachent à qui ils payent. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas beaucoup plus, mais ce système UBO a une API et il se trouve que l'API est accessible sans authentification. Donc on peut taper un numéro de registre national de quelqu'un sur cette API sans s'authentifier et recevoir le détail de ce qu'il y a, en tout cas de ce qui est partageable, où on tape le nom de quelqu'un et on retrouve son numéro national et inversement. Alors d'un côté, ils essayent de minimiser en disant oui, mais de toute façon, l'information dans le registre national est quasiment publique, à part le numéro, et encore le numéro, les 6 premiers chiffres, c'est notre date de naissance, donc ça c'est assez facile à trouver, il n'y a que les 3 derniers chiffres qui changent et un checksum. Votre nom, votre prénom, a priori, on le connaît déjà. Donc d'un côté, ils essayent de minimiser en disant oui, mais il n'y a pas beaucoup d'informations, mais ils ont quand même fermé l'accès API, fermé complètement l'application. J'étais sur le site web cet après-midi, le site web dit temporairement indisponible. Hop, et je suppose qu'ils vont analyser ça. Et c'est de nouveau, comme dans tous ces couacs informatiques, parce que c'est un couac informatique, c'est pas tellement le fait que ça soit là, ça n'a probablement pas été exploité. Si ça l'est, c'est probablement pas très très grave non plus. Mais voilà, c'est le manque de clairvoyance des décideurs, qu'ils soient publics ou privés, qui mettent en place des projets, des API avec des accès à des données privées, ou en tout cas des données personnelles, qui permettent de nous identifier et qui ne jugent pas nécessaire par incompétence, par manque de budget, ce sont des ou, pas des et, par manque de temps, de sécuriser, de faire appel à un spécialiste informatique, n'importe quel spécialiste informatique, expert en sécurité, n'importe quel test d'intrusion comme on fait sur des applications, aurait révélé ce problème et il n'apparaîtrait pas dans la presse. Et j'ai envie de dire, en plus, sans vantardise aucune, on en a des bons en Belgique. En termes de sécurité informatique, il y a des universitaires qui sont très qualifiés, etc. Oui, à Liège aussi, je pense. On en parlait il n'y a pas tellement longtemps au sujet de l'application Coronalert, par exemple, où ce sont des gens qui ont quand même... ils sont pas nés d'hier et ils savent gérer les choses, donc c'est possible. C'est faisable. Mais là, de nouveau, c'est d'autant plus... Moi, j'avais tilté sur cette information-là parce que le numéro de registre national, depuis toujours, ça a été toujours un truc un peu sensible. Je me rappelle, moi, de l'époque où on n'avait pas encore de carte d'identité électronique en Belgique et on devait cocher une case quand on nous changeait notre carte d'identité et dire si on voulait ou pas que le numéro de registre national soit imprimé au dos de notre carte d'identité. Comme quoi, c'était... Voilà, peut-être que vous n'avez pas envie qu'on connaisse votre numéro de registre national. Je dis, c'est un truc, ah bon, c'est quoi ? C'est votre nom et votre prénom. En gros, c'est ça, hein, votre date de naissance. Hein, mais voilà. Denis dit aussi sur le chat de Twitch que si on veut utiliser ces services, il faut prouver son identité. C'est vrai, j'ai pas été tout à fait correct. Donc je vais corriger ce que j'ai dit. Il faut s'authentifier pour accéder à cette API, mais tout chef d'entreprise peut le faire. Toute entreprise a accès à cette API. Et une fois qu'on est identifié, on peut faire des queries sur n'importe qui est dans le registre national. Donc, même si j'ai pas de relation commerciale avec Marc, je tape Marc et son nom de famille et je retrouve les données que l'API fournit. Et c'est ça qui n'est pas normal. Oui, c'est ça. Et de nouveau, c'est l'usage de ces deux informations-là sont normalement exclusivement réservés à l'État. Le privé n'y a pas accès, hein, normalement. Enfin, ils y ont accès pour des questions de consultation, mais on ne peut pas traiter de manière massive, par exemple, pour faire du marketing ou autre, de stocker ces informations, me semble-t-il. Donc voilà, c'est quand même un peu sensible, quoi. On ne joue pas avec ça. Ce numéro, on ne joue pas avec ça. On peut jouer avec tout le reste. Avec toutes nos libertés, on peut, mais pas le numéro. On ne touche pas au numéro. On est d'accord avec ça ou... Je vois Aurélien qui dit oui. Oui, bon, sujet belgo-belge. Non, mais ça va arriver chez vous aussi à un moment donné, hein, parce que dès le moment où vous aurez une carte d'identité électronique, à un moment donné, il va y avoir un identifiant unique aussi. Donc, il existe déjà probablement d'ailleurs, mais oui, il doit exister.
Donc voilà, ça viendra également. Et crois-moi Aurélien, ça simplifie énormément les choses en matière administrative. Mais alors nous, la simplification, si tu veux... Ça, on pourra en reparler aussi. Mais là, je pense qu'on doit faire un nouveau podcast. C'est-à-dire, c'est pas un hors-série, c'est pas un bonus ou quoi que ce soit. Il faut faire un flux. Voilà, il faut. Déjà, nous, on a le droit à l'erreur maintenant. Tu sais, on a oops.gouv.fr. Vous avez entendu parler de ça? Pardon. Je vous en parlerai un jour. Ça, d'accord. Avant, on n'avait pas le droit de se tromper. Maintenant, fait un an, t'as oops.gouv.fr. Tu te trompes dans ta déclaration d'impôt de 100 000 €. Hop, tu dis non. Tu peux faire oups. Je me suis trompé. Oups. C'est pas mal. T'es pas au courant, Marc? Non, je trouve ça très drôle. Tape oops.gouv.fr. Bon, mais merci pour cette information. J'ai appris un truc aujourd'hui. J'irai jeter un petit coup d'œil. C'est le Vendée Globe, c'est presque fini. Hein. Je pense que la dernière ligne droite, là, Vendée Globe, on n'en a pas parlé dans les technos, et c'est vrai que c'est bourré de technologie, ces bateaux. Si on peut appeler ça des bateaux encore, hein, c'est des Formule 1, c'est des trucs incroyables. J'en voyais qui était complètement caréné, le navigateur, mais même pas le nez d'or, tellement c'est blindé. Il y a des Belges d'ailleurs dans le Vendée Globe? Je pense qu'il y avait un équipage, ou en tout cas, il y a des Belges qui participent qui ont participé au Vendée Globe, mais cette année, je ne sais pas, effectivement. Il faut qu'il y ait des sponsors, il faut qu'il y ait... Et ça coûte très cher. Et ça coûte assez cher, oui, effectivement. Les courses au large tirent la technologie vers le haut. Aurélien, que peux-tu nous dire sur ce qui est technologique dans ces trucs-là? Oui, non, j'ai épinglé, je vous l'ai dit tout à l'heure, les sports et technologie, ça m'intéresse. Oui. Donc j'ai épinglé un article de l'usine Nouvelle sur toutes ces nouveautés un peu techno qui sont parties faire le tour du monde en solitaire, sans escale, dans des conditions terribles. Hein. Je pense que si vous voulez développer un capteur embarqué ou quoi que ce soit à mettre sur un bateau et que il revient intact après un Vendée Globe, vous pouvez être fier de vous. Et non, mais vous allez voir, c'est drôle parce que il y a Sébastien Destremo cette année qui est parti. Alors lui, il a une petite volonté, c'est faire, que son bateau soit vert, quoi, que soit peu polluant. Et donc, écologique. Il s'est fait une petite casquette. Vous voyez, c'est l'espèce de haut vent là qu'il y a à l'arrière du bateau pour qu'il puisse être un peu protégé. Et sa casquette, au lieu de la faire en fibre de verre, en fibre de carbone, qui est pas super vert, lui il a dit moi je vais la faire en carton. Donc c'est du carton d'emballage qui est comment dirais-je, recouvert d'une résine sans solvant, et donc il s'est dit de toute façon c'est pas vital pour moi, si je la perds, je la perds. Mais au moins voilà, moi ma casquette elle est en carton. Nouveauté 2020 aussi, on a sur chaque bateau, il y a une sorte de caméra ou plusieurs caméras, un système embarqué qui s'appelle Oscar et qui détecte justement soit la présence d'animaux type baleine ou autre, soit la présence d'OVNI, objets flottants non identifiés, les plastiques et ce genre de choses, et donc qui est censé alerter le skipper lorsque il peut heurter ce genre de choses. Donc pareil, de la belle technologie qui doit tourner 24/24, 7/7. Je pense qu'il y a quand même une puissance de calcul assez impressionnante là-dedans, et puis des conditions, voilà. Et ça, on se rappelle tous de Roland Jourdain qui avait été contraint à l'abandon quasiment à la fin parce qu'il avait touché un objet qui lui avait complètement fracassé le bateau. Donc en fait cette année-là, ils estiment à peu près à 400 000 € le montant de toute l'électronique à bord sur un bateau qui est environ à 5-6 millions d'euros. Donc c'est pas neutre, on est pas loin. Et aussi la grande avancée de cette année, a priori, c'est qu'il y a des capteurs à fibre optique qui sont placés maintenant dans la coque et dans le mât. Et en fait, ces capteurs à fibre optique sont un peu comme des jauges de contrainte, et ils vont mesurer les efforts à l'intérieur de la coque et du mât. Et le pilote va savoir, va devoir jauger en fait
la vitesse à laquelle il va en fonction du niveau de stress à l'intérieur du mât et de la coque, du niveau des forces en jeu. Et donc, il doit prendre le risque ou pas de tirer sur sa machine ou pas. Mais c'est vrai que c'est sûr que toutes ces PME, parce qu'il y a pas mal de PME qui sont dans cette innovation-là, sont tirées par ces courses-là. Et après, c'est des technos qu'on va retrouver chez Monsieur et Madame Tout le Monde. C'est un peu, on peut faire le parallèle aussi avec la Formule 1 et l'automobile. C'est un peu la même chose. Donc, non, mais faut le souligner, c'est tous les 4 ans. En plus, bon, il y a aussi des technos qui servent à sauver les vies, enfin, à faire en sorte que tout se passe bien. Et la recherche aussi, parce que je pense qu'il y avait un bateau qui partait avec des bouées, ou plusieurs d'entre eux d'ailleurs, qui partaient avec des bouées automatiques qui vont vivre en mer, qui doivent être larguées donc par le skipper à des endroits précis ou plus ou moins précis. Et ces bouées vont rester en flottaison, mais entre deux eaux, c'est-à-dire qu'elles sont programmées pour couler jusqu'à une certaine profondeur et puis remonter de manière tout à fait automatique pendant plusieurs années et envoyer des informations sur les températures de l'eau à différents niveaux et pour avoir des statistiques aussi, des chiffres, du data sur justement réchauffement climatique, les courants, l'eau, la température de l'eau, etc. Donc ils profitent entre guillemets de l'aura aussi du Vendée Globe pour se mettre un peu leur technologie en lumière et dire voilà, ça existe, on le fait pour des raisons et pour quelles raisons on le fait, voilà. Il y a le message aussi qui est porté, parce que je pense qu'on pourrait très bien dire on donne ça à des paquebots, à des machins, balancer on pourrait le faire aussi. Mais ici, c'est l'occasion d'être dans la lumière et de montrer des choses qui se font, et ça, c'est pas mal aussi, quoi. C'est l'occasion rêvée, j'ai envie de dire. Je sais pas si Sébastien avait un truc à rajouter, alors que sur le chat, je tiens juste à le préciser, on a reçu un lien de la part de je ne sais pas. C'est toi. C'est le lien vers quoi, en fait, comme ça justement, c'est Olivier dans le chat qui disait tiens, connaissez-vous le Vendée Globe en virtuel, en temps réel, avec la météo réelle? Je lui dis oui, et j'ai donné le lien aux autres personnes. Donc ça s'appelle virtualregatta.com et c'est fait par les organisateurs du Vendée Globe, et ça permet à des milliers de personnes de faire le Vendée Globe depuis votre salon. Vous avez les mêmes conditions que les navigants, les mêmes météos, et c'est à vous de choisir votre trajectoire, votre itinéraire, votre route, merci, et de faire la régate ainsi en virtuel. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont connectées à ce jeu depuis le début. C'est assez intéressant à regarder. Je t'invite à coller d'ailleurs le lien aussi dans la conduite, comme ça ce sera dans les notes du podcast et de la vidéo, en description sur YouTube et sur le blog lestechno.be, comme ça vous l'aurez aussi, ceux qui nous écoutent. Aurélien voulait terminer sur un sujet. Oui, j'ai entendu aujourd'hui, alors j'ai une info que j'ai pas vérifiée, vous m'excuserez, mais j'ai entendu à la radio, le 4e ou le 5e actuellement du classement serait un athlète handisport, je tiens à le souligner, parce que il aurait qu'une main. Donc j'ai info à vérifier, mais si c'est le cas, on n'en a pas entendu beaucoup parler, donc je tenais à le signaler. C'est quand même, faut le faire. Hein. Oui, clairement. C'est vrai qu'on en parle. Alors, l'actualité de manière générale est un peu saturée par un tas de trucs qui se passent à gauche, à droite. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, le Vendée Globe, moi j'ai remarqué qu'on en parlait beaucoup. Enfin, on en a parlé quand même un peu au début et peu au milieu. En fait, c'est un peu dommage, mais la presse traditionnelle ne parle du Vendée Globe qu'au départ et à l'arrivée, et s'il y a quelqu'un qui se noie. Voilà. C'est un peu dommage. C'est plus aussi suivi que ça ne l'a été dans le passé, où on avait un petit billet quotidien sur qu'est-ce qui s'est passé, où on en est, etc. C'est un petit peu dommage. À une autre échelle et pour d'autres raisons, Paris-Dakar, c'est un petit peu la même chose, mais ça c'est pour des questions de droit. Par contre, ça il faut pas tout confondre. Mais voilà, je trouve que pour un truc comme le Vendée Globe, ça mériterait quand même d'avoir un peu plus être un peu plus dans la lumière, et je trouve que là, nos amis journalistes pourraient se permettre de faire un petit billet de temps en temps sur ce qui se passe et sur des infos comme celle-là, par exemple. Ceci étant dit, nous on est là pour ça, et donc on le fait, et ceux qui s'intéressent aux nouvelles technologies sont là, donc tout va bien, et tout le monde est informé comme il se doit. Voilà. Autosatisfaction. On passe à la suite.
Ah ben voilà, la suite c'est déjà la fin. C'est parce que vous le savez maintenant, hein, enfin ceux qui nous ont suivis depuis longtemps savent qu'en général quand on termine par la lettre W, oui mais non, en général c'est que c'est la fin. Et la fin de tout d'ailleurs. Parce que oui mais non c'est une information technologique certes, mais qui sort un peu de l'ordinaire, qui sort des sentiers battus. Ici on va parler de fils. Et les gens qui mettent des fils là où normalement il ne devrait plus y en avoir. De quoi s'agit-il, Sébastien ? Alors, je fais partie d'un groupe de personnes qui aiment bien de temps en temps aller fouiller le catalogue Amazon et Retail pour aller chercher les trucs les plus improbables qu'on trouve. Il y a un groupe de discussion Slack à ce sujet. Il y a des choses intéressantes. On a déjà trouvé des enclumes. Si jamais vous voulez acheter une enclume, vous pouvez le faire. L'année passée, c'était l'appareil de l'année. C'était un appareil pour faire des tranches de banane. Donc, ça a la forme d'une banane, mais c'est plat. Et ça a des petits fils. Et donc, vous pouvez mettre ça au-dessus de votre banane d'un coup et chloups, en appuyant une seule fois, vous faire des tranches bien régulières de votre banane. Voilà, genre, elles sont pas toutes tombées pareil. qu'on peut trouver là. Et cette année a bien commencé puisqu'on a trouvé un vendeur qui vend des fils pour AirPods. Donc je rappelle, les AirPods ce sont les écouteurs sans fil. Sans fil, la description est importante d'Apple et puis imitée par des tas d'autres marques également. Le problème de ces trucs-là, et c'est ce que mon épouse me disait, oui, ça pourrait servir, je vois bien à quoi ça sert, c'est que parfois on les enlève de ses oreilles, on les remet pas dans la boîte et puis on les trouve pas, etc. Ou on doit les enlever temporairement pour parler à quelqu'un et puis on les a en main, on sait pas quoi faire. Et donc ils ont inventé un fil, comme on a les fils pour tenir les lunettes, vous savez, les trucs que moi on met pour garder les lunettes autour de son cou pour ne pas les perdre tout le temps. Et ben voilà, on a des petits fils sur lesquels on peut mettre ses AirPods pour avoir ces AirPods qui pendent autour du cou ou attachés autour de son poignet. Et en voyant ça, je me suis dit en français, oui mais non. À quoi bon aller rajouter des fils si il y a des gens chez Apple qui se sont cassés, qui ont conçu un service sans fil. Oui, en même temps, je comprends. Non, je comprends pas. C'est bien la preuve, mais sans rire. C'est juste magique, hein, les petits AirPods, machin, etc. C'est fantastique, tout ce que vous voulez. Je dis pas le contraire, mais justement, est-ce en développant ce machin-là, est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose ? Parce que, je veux dire, si derrière les gens les perdent, ont peur de les perdre et donc doivent les attacher avec un fil. Je crois que mon papa aimerait bien. Enfin, moi j'ai des oreilles un peu particulières ou même les trucs avec des bouchons qui servent bien comme mes oreillettes ici ont tendance à sortir tout seul. Voilà, il y a des gens qui ont des conduits auditifs un peu particuliers, j'en fais partie, et je ne vais pas m'en excuser. Et donc, moi j'ai toujours peur de perdre les écouteurs, même quand il y a des fils. Hein, je suis toujours un peu gêné en me disant oui, il va tomber celui-là, machin, etc. Donc les AirPods, pas pour moi. Ça c'est très très clair. Et donc du coup, voilà, je pense que en quoi ça gêne ce fil ? En quoi ça pourrait gêner qu'il y ait un fil entre les deux écouteurs ? Je dis pas le raccordement à l'appareil, ça je peux comprendre, mais pas du tout. Et si ça a été vendu et conçu, c'est que ça a son utilité. Et dans le chat, je vois passer des messages, ça peut servir pour faire du sport, pour des choses comme ça. Et évidemment, non, mais si c'est là, ça veut dire qu'il y a des gens qui les achètent, et tant mieux. Ouais. Et c'est la magie du commerce électronique, c'est ce qu'on appelle le long tail, la longue queue, où il y a les 5-20% des articles qu'on va trouver dans les magasins mainstream partout dans la rue, les magasins physiques. Et puis il y a cet énorme catalogue où même s'il n'y a qu'une personne qui achète par an, online ça coûte rien de proposer cet article à la vente, et si cette personne est heureuse avec ça, eh bien tant mieux pour ça. Non, ça pose pas de problème. Je trouvais juste que la boucle est bouclée. D'un côté il y a le concepteur qui enlève le fil, et puis les vendeurs d'accessoires derrière qui viennent rajouter le fil pour le rattacher. Oui, c'est comme si tout d'un coup tu disais tiens, le vélo qu'a présenté Aurélien, chez Amazon tu peux acheter 20 rayons pour mettre des catadioptres pour se oui, c'est ça, tu vois. Pour mettre des cartes à jouer, pour faire tac 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 quand on roule, tu vois, des trucs comme ça. Voilà. Non, si les choses ont été conçues d'une certaine manière, c'est qu'il y a une raison. Mais après, on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt de cette manière de l'avoir conçue. Si quand même, dès qu'on les lâche dans la nature, les gens se rabattent sur des solutions qui existaient déjà par ailleurs auparavant. Voilà, c'est ça qu'on peut minorité, dire. Pas tout le monde.
Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, chez vous. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Les commentaires, importants, évidemment, toujours, pour titiller les algorithmes. Je cherchais un bouton qui avait disparu. Je suis maudit aujourd'hui. Non, ça va, je l'ai retrouvé. Donc, n'hésitez pas, les commentaires, les pouces vers le haut, etc., les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager ce podcast si vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Je parle pas de la forme, parce qu'aujourd'hui c'était un petit peu brinque-ballant, voilà, c'est la reprise, que voulez-vous, c'est le début de l'année, on va régler tout ça évidemment pour la semaine prochaine, comme ça il n'y aura plus de soucis, en tout cas on l'espère. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous avez des amis, parce que c'est toujours plus intéressant d'être plus nombreux, plus on est de fous, plus c'est drôle. Les commentaires, je l'ai dit, sont les bienvenus. Si vous avez des news à partager, que vous voudriez que nous parlions un jour de quelque chose que vous avez vu dans la presse, n'hésitez pas aussi à le faire savoir. Là aussi, c'est toujours intéressant de partager de l'information. Je ne sais pas si l'un d'entre vous ou les deux ont envie de rajouter un truc pour leur défense en terminant cet épisode 287. Au revoir. Ça me fait penser à un président. Oui. Oui, c'est ça, Aurélien se lève et pas. Donc voilà, merci à vous, merci à ceux qui étaient sur le chat, sur Twitch. Évidemment, désolé pour les petits problèmes de son au début. J'espère que c'était pas trop embêtant et on se dit donc du coup à très bientôt. Par exemple, la semaine prochaine avec un nouvel épisode, évidemment. À très bientôt. Salut. Salut. Ah. Oui, évidemment. Il fallait que je pousse sur le mauvais bouton pour terminer. Cet épisode est complet, évidemment. Donc, je vais attendre que tout ça se déroule correctement, voilà. Et puis on va pousser sur le bouton fin. Je ne sais pas pourquoi j'ai poussé sur celui-là. Je suis très 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 distrait aujourd'hui.